Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir, bonsoir le public, merci d'être là. Vous êtes extraordinaires, bonsoir. Merci d'être là dans cette émission Backseat, chers amis. On va parler de politique comme tous les soirs. Très heureux de vous retrouver en direct sur Twitch. Bonsoir à vous qui nous écoutez en podcast et bonsoir à vous qui nous regardez aussi sur YouTube. Merci d'être là. Je suis très bien entouré dans cette émission Backseat. On va parler d'actu avec les meilleurs. On est avec Latifa. Salut Latifa. Salut Jean. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, carrément. On te retrouve sur le plateau. Tu es ancienne rédactrice en chef du Bondy Blog. Directrice, carrément. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais écrit ça, mais ouais, directrice. Et actuelle présidente d'un mouvement qui s'appelle Le Mouvement et qui est une asso qui fait la mobilisation citoyenne. Exactement. On le dit comme ça. Merci à toi Latifa d'être avec nous à nouveau. On est avec Claire aussi. Salut Claire. Salut. Ça roule? Oui, très bien. Contente de faire ce plateau avec Latifa. Bah ouais. C'est la première fois qu'on en fait un ensemble, je crois. Et puis ce soir, la programmation est incroyable. Incroyable. C'est fou. Ça a déjà super bien commencé avec Philippe Collin, mais ça va être assez extraordinaire. Claire, tu es doctorante en sciences politiques et tu es engagée, militante écolo, ancienne candidate sous l'étiquette de la NUPES aux élections législatives de juin dernier. Et avec nous également Antoine Bristiel. Salut Antoine. Salut. Ça va toi? Bah oui, là, je suis content de revenir à la maison quand même. Bah ouais, ça fait un bout de temps quand même. Un petit peu. Écoute, très content de te retrouver Antoine, tu es doctorant en sciences politiques, président de l'Observatoire de l'opinion de l'Institut Jean Jaurès. On peut dire que directeur, mais président, ça me va. Putain, mais je suis planté dans tout, donc voilà, donc t'es roi du monde, d'accord, ok. Exactement, je suis Jean Jaurès. Excuse-moi, je me suis planté. Bon, écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver tous les trois. Il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Est-ce que vous avez des actus particulières? Est-ce que tout va bien, tout ça? Moi, c'est Claire. Comme d'habitude. Comment ça avance ta thèse? Les copies. Alors, ça commence à bien avancer. Je vais pouvoir commencer à rédiger. Ouais. Donc, voilà. Et la phase de rédaction d'une thèse, c'est 1 an à peu près, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. En fait, ça dépend si pendant la rédaction, on revient à des phases de lecture ou si on est sûr de nous et qu'on file tout droit dans juste l'écriture. Est-ce qu'il fallait qu'on lise pendant la thèse? D'accord. Ouais. Oui, voilà. J'étais pas au courant. Et donc du coup, pour ceux qui le savent pas d'ailleurs, une thèse, c'est combien de pages tu sors sur Alors ça dépend. c'est des En centaines. philo, il y en a qui font jusqu'à 500 pages, quelque chose comme ça. Moi, la mienne, on vise à ce qu'elle fasse dans les 400, quelque chose comme ça. 400 Donc pages. c'est un gros pavé que personne ne lit, à part 4 personnes, littéralement. Le jury. Voilà. C'est un travail scientifique, donc tu fais progresser la recherche dans un domaine particulier. Oui, Tu oui, présentes oui. ce qu'on appelle une thèse au sens premier du mot, donc tu expliques quelque Ouais. chose. Et à l'issue, donc c'est examiné par un jury Oui, qui valide ou pas le fait que tu as bien fait ta thèse oui, c'est ça. et qui Oui. te remet le titre de docteur. De docteur, ouais. Mais normalement, quand on arrive à la soutenance, c'est que le gros du travail a déjà plus ou moins été validé. Oui, le jury te fait pas réécrire. Enfin, il peut y avoir des corrections, mais c'est pas, c'est pas sur le pas, fond. A priori, il ne te fait pas refaire 4 ans de travail C'est ça, derrière. il te dit pas, dans la semaine prochaine, il faut que tu en aies réécrit 200 pages. Parce Voilà. que là, ça allait pas Ça trop. ne va pas du tout. Donc voilà, écoute, courage à toi Claire. Je sais pas s'il y a des thésards dans le chat ou dans le public et tout, mais c'est un énorme boulot. Moi, j'ai beaucoup d'admiration sur ce travail. Ouais, c'est faire un progresser énorme la recherche, quand même, boulot. c'est- Mais en même temps, on a beaucoup de chance de pouvoir le faire parce que c'est assez incroyable de pouvoir prendre tout ce temps-là pour plonger à fond sur un sujet et faire avancer juste, amener un peu sa pierre à l'édifice du savoir. Et comme je trouve, on est dans une période où vraiment le flux d'informations va très vite. C'est très difficile de construire un savoir situé et élaboré. Et c'est vrai que le travail des chercheurs en général, et puis du coup le travail des jeunes chercheurs comme les doctorants, post-doctorants, voilà, c'est, je pense, un travail utile et important. Il y a plein de doctorants dans le chat, en tout cas, ça fait plaisir. Bon courage à vous, les doctorants. Bon courage. Donc voilà, Red Bull le matin, Xanax le soir, vous connaissez. Ou l'inverse. Ou l'inverse. L'inverse, c'est possible aussi. Latifa, toi, tu as des actus particulières? Particulière au mouvement, peut-être mouvement, qu'on en ouais. parlerait après. On va en parler aussi un peu, ouais. Oui, voilà, c'est ça, parce que ça C'est surtout ça, correspond un l'actu. peu avec les actus de la semaine sur des questions d'écologie notamment, et de pouvoir d'achat et de Tu taxes. peux nous représenter le mouvement, justement, pour ceux... Je l'ai présenté un peu vite, mais... Oui. En fait, je suis directrice du mouvement, qui est une association, donc une organisation de mobilisation citoyenne, et on fait
des actions principalement en ligne, donc des pétitions, mais aussi sur le terrain. Et la différence avec d'autres organismes similaires, c'est qu'on est clairement sur des sujets qui seront dits progressistes, c'est-à-dire antiracistes, sociaux, féministes, écologiques, etc. Et voilà, et on donne on essaie de créer un rapport de force avec les décideurs, qu'ils soient politiques, économiques, etc., pour essayer de faire changer certaines thématiques. Et les citoyens sont appelés à lancer aussi leur pétition et leur mouvement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça a été donc c'est relativement récent, ça fait quelques années que ça existe en France, le mouvement, et ça a été monté en partie sur le modèle de MoveOn aux États-Unis. Exactement. Une nouvelle manière d'associer la société civile à des progrès politiques, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça en fait. On appartient à un réseau international qui regroupe une vingtaine d'organisations à travers le monde et on s'échange les bonnes pratiques, mais effectivement, tout est parti de cette association MoveOn aux États-Unis. Et pour la petite histoire, à l'époque de l'affaire Monica Lewinsky, etc., où tous les médias parlaient de ça. Et donc, il y a des citoyens qui se sont dit, non, allez, on va move on, et on va essayer de parler d'autres choses et de vraies politiques, en tout cas de celles qui intéressent les citoyens, et de leur donner les moyens de mettre aussi sur la table les sujets qui les intéressent. Bon, bah cool. Antoine, toi, tu as une actu en ce moment, la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes sur quoi? Avec la Fondation Jean... Non, mais déjà, moi, tout comme Claire, déjà. Parce que pareil, je rends la thèse. Donc toi aussi, tu es en cours de... Oui, c'est vrai. Oui, exactement. On est partout. Et très, très beau plaidoyer pour l'Université française et pour la recherche de la part de Claire. Je n'ai rien ajouté à ce niveau-là. Et oui, non, sinon, Fondation Jean Jaurès, toujours des notes qui sortent, observer l'opinion, tout ça. Tout ça. Et ben écoute, c'est très très cool. Moi, je vous ai pas eu depuis 2 semaines. Ça fait plaisir de vous retrouver. Carrément. J'ai remporté une compétition de jeux vidéo. Ça s'est fait. Enfin, c'est ce que retient la légende. On a fait du surf aussi. Hein. J'ai fait du surf avec la Surfrider Foundation. Effectivement, regarde, j'ai même mis leur suite ce soir. Oui. C'est une vidéo qui sortira le 8 juin sur ma chaîne YouTube à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. C'était un donation goal du The Event. On est allé rencontrer une super association qui s'appelle la Surfrider Foundation à Biarritz dans leur QG européen. On a profité pour faire du surf et on a surtout rencontré une super association et j'ai été sensibilisé à la pollution des milieux aquatiques. Et ça fait peur. Ça fait peur, mais on peut faire des trucs et c'est ça qui est cool. Et donc, une très belle association. Et donc voilà, donc à retrouver bientôt. Et puis voilà, je suis passé à la télé aussi. Dans C'est à vous, j'ai remplacé Patrick Cohen pendant quelques... c'était trop bien. J'ai été super bien accueilli par toute l'équipe de C'est à vous. C'est un travail très particulier pour moi, une chronique de 3 minutes, je sais pas faire. Mais c'était hyper bien de travailler en rédac, travailler avec d'autres personnes et tout. C'était vraiment très très cool et c'est une très belle émission qu'ils font chaque jour. Ouais, c'est chouette. C'est très très cool. T'as animé une table ronde aussi mardi soir. Ah ouais. Le Grand Continent avec François Ruffin, Paul Magnette et Chloé Ridel. Chloé Ridel, la fameuse porte-parole du Parti Socialiste, absolument. On n'a jamais vu ici d'ailleurs. Bon, on connaît pas. Non, mais oui, c'est le Grand Continent qui est une revue qui aborde aussi les questions européennes beaucoup, qui m'a proposé d'animer une table ronde. Le thème, c'était quelle doctrine et quelle stratégie pour la gauche française à l'occasion des élections européennes qui arrivent. Et donc, j'ai simplement animé des échanges entre François Ruffin et... François Ruffin qui a lancé d'ailleurs une cagnotte, vous avez vu? Oui. Et ça commence à se préciser, là. On en reparlera dans Backstage de François Ruffin à l'occasion. Donc voilà. Et hier soir, j'ai été invité par le député Aymeric Caron à une réunion publique dans le 18e arrondissement, avec Raquel Garrido aussi. Et le thème, c'était à quoi ça sert la politique? Et c'était trop bien pour moi de rencontrer... Enfin voilà, c'était des habitants d'un quartier super populaire de Paris qui venaient avec tous leurs a priori sur la politique, et c'est complètement normal. Et c'était vraiment trop cool pour moi de discuter en direct avec ces gens-là. C'était vraiment trop bien. Et voilà. Et je devrais pas le dire, mais Aymeric Caron, après, il a acheté des pizzas pour régaler tout le monde et ils se sont trompés. Ils ont acheté des pizzas à la viande et je trouve ça très drôle. Je lui avais dit que je le dirais pas, mais en vrai, je trouve ça un peu marrant. Voilà, ça arrive, il y a des échecs comme ça, c'est pas grave. Donc merci à Aymeric Caron de m'avoir invité et j'espère que je le reverrai bientôt. Bon, les copains, je vous propose qu'on parle de politique, ça vous va? Ouais. Allez, c'est parti pour les sujets de la semaine, let's go. Dans l'actualité, les amis, cette semaine dont on voulait parler sur le plateau de Backseat, il y a la sortie d'un rapport, tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui a été rendu par quelqu'un, tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui s'appelle Jean Pisani-Ferry. Quelqu'un présente rapidement Jean Pisani-Ferry. Qui c'est ça? Qui c'est celui-là? Alors, Claire, Jean Pisani-Ferry, c'est qui? Ouais, Jean Pisani-Ferry, c'est un économiste qui est aussi professeur à Sciences Po et qui a été un des artisans du programme de Macron en 2017 et qui était vraiment au cœur de l'élaboration de la vision du macronisme sur son pendant économique. Et du coup, ce rapport, il est étonnant, détonnant, On va en parler. parce qu'il y a pas mal de tabous qui sautent
dans ce qui est vraiment le cœur de la pensée économique un peu hétérodoxe, c'est-à-dire dominante, mainstream, etc. Et en l'occurrence, donc c'est un rapport qui a été demandé à Jean Pisani-Ferry. Il n'a pas sorti de son plan chef. Voilà, il a été demandé par Matignon. C'est normal, le gouvernement demande des rapports à des gens, des économistes qui réfléchissent, qui remettent des rapports. Et c'est un rapport qui fait un travail difficile, qui est celui de chiffrer le prix, le coût de la transition écologique. Et l'addition, je vous la présente tout de suite, c'est 250 à 300 milliards d'investissements de plus nécessaires entre aujourd'hui et 2030, dans seulement 7 ans, pour financer la transition écologique. Autant vous dire que ça fait couler des sueurs froides à tous ceux qui découvrent la hauteur de la montagne à franchir. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce rapport, au-delà du chiffre faramineux, c'est la méthode que propose Jean Pisani-Ferry, parce qu'il met les pieds dans le plat et qui dit qu'il faut un impôt exceptionnel et temporaire sur le patrimoine financier des 10% les plus riches pour financer tout ça. Quelle conclusion on en tire de ça déjà, Antoine ? Il dit ça d'une part, et en plus de ça, il dit l'augmentation de la dette, si c'est une bonne dette, c'est une bonne chose, c'est pas un problème. Donc il y a les deux aspects qui sont quand même pas dans les habitudes du macronisme, finalement. C'est quand même pas... on peut pas dire que dans le premier quinquennat, dans le début de ce deuxième, il y a eu une augmentation particulière des impôts sur les plus aisés et que c'était particulièrement bien vu, en tout cas idéologiquement, de continuer avec de la dette, même s'il y a eu le Covid. Mais bon, ce que ça nous dit, en gros, c'est que, assez clairement, on voit que les Français ils sont prêts à la transition écologique. Donc, tous les sondages le montrent extrêmement clairement, même quand tu... Attends, mais ça veut dire quoi, ça ? Par exemple, prêts, est-ce que ça a un impact réel quotidien ? Exactement, tu as à peu près 70% des gens qui te disent il faut que le gouvernement fasse davantage, même si ça doit changer concrètement mon mode de vie. À une seule condition, c'est qu'il y ait une justice qui soit une justice sociale et une justice territoriale. C'est ce qui ne s'était pas passé au moment des Gilets jaunes, justement. Et c'est ce qui doit être évidemment corrigé. C'est-à-dire que pour tous les enjeux écologiques qu'il y a devant nous et pour la transition écologique qui est absolument nécessaire, il faut qu'il y ait cette justice sociale et cette justice territoriale. Et de voir un rapport comme le rapport de Jean Pisani-Ferry qui va dans ce sens très clairement, ça montre clairement une voie qui n'était pas forcément celle choisie à la base par la Macronie. D'accord, c'est intéressant ça. C'est assez intéressant de savoir que l'opinion publique. Oui, clairement. Mais ce qu'elle demande, c'est qu'on veut être sûr que tout le monde participe au même niveau. Exactement, et qu'il n'y a pas que moi et les miens qui racontent. Toutes les générations de la même manière d'ailleurs. Il n'y a pas seulement une jeune génération climat qui serait hyper avant-gardiste sur les questions environnementales et des générations plus anciennes et les vieux en gros qui seraient contre des mesures impactantes. Mais toutes les générations sont prêtes à ce qu'il y ait des mesures extrêmement claires sur ces sujets-là. En tout cas, tu l'as dit, effectivement, c'est pas trop dans l'ambiance de projet d'Emmanuel Macron de créer un impôt sur les plus riches. Il avait même fait de la suppression de l'ISF l'un de ses marqueurs dès 2017. Bruno Le Maire, le ministre, pas l'auteur, rien à voir, a d'ailleurs répondu poliment l'impôt n'est pas une solution, notre politique est de baisser la pression fiscale. Fin de citation. Donc ça a le mérite d'être clair. Et quand Jean Pisani-Ferry a remis son rapport à Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, ils ont dit merci monsieur. Puis ils n'ont pas dit grand-chose de plus. Tu sens quand même une espèce de réticence à ce rapport. Ils se sont fait avoir. Ils ont commandé un rapport à l'économiste qui, eux, pensaient être le plus proche d'eux. Ils se sont dit, il va pondre un truc qu'on va pouvoir à peu près appliquer. Pas vraiment. Donc, non, mais un autre élément qui est intéressant dans ce rapport, déjà, il est porté par... Il a été écrit dans le cadre de France Stratégie, qui est une instance qui produit des rapports, etc., sur un certain nombre de sujets. C'est lié au gouvernement. Donc, les rapports sont commandés par le gouvernement. Et en fait, cette instance, France Stratégie, c'est l'héritière du commissariat général au plan. Voilà, donc c'est devenu d'instance qui pilote la machine économique, c'est devenu une instance qui produit des rapports qui n'ont pas toujours beaucoup d'incidence. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Jean Pisani-Ferry, c'est quelqu'un qui, normalement, va plutôt être en faveur de, y compris pour des questions comme la transition écologique, le rôle premier des innovations technologiques et surtout le rôle du marché. C'est un libéral. Et là, j'ai trouvé une phrase qui, je trouve, résume bien l'esprit du rapport. Il dit « Pour escalader le mur d'investissement, il faudra que la transition soit pilotée par les politiques publiques et non par les innovations technologiques et les marchés, car l'enjeu central pour embarquer les Français sera l'équité des mesures prises. » Donc en fait, c'est un changement de logiciel aussi sur la manière dont on considère le rapport entre le marché
et l'État. Ouais, cette marche-là, je ne suis pas sûre que la Macronie, à l'heure actuelle, elle est vraiment prête à Alors, la oui et non, passer. parce que... Même si on parle beaucoup de planification. Justement, ça reprend le discours. Enfin, tu seras quand même d'accord avec moi pour dire qu'entre le Macron de 2017, qui hurlait de rire quand on parlait de planification, qui est un mot ultra soviétique, intolérable, tellement années 50 que c'est mort, on planifiera jamais dans ce pays, on va laisser le marché faire. Je caricature à peine, c'était le discours de 2017. Il parlait même du modèle Amish en parlant des écolos, etc. Et puis ensuite, vous connaissez la suite de l'histoire, Covid, guerre en Ukraine. Maintenant, il faut baisser le chauffage de 1 degré. Et puis, alors déjà, il y a ça, et puis surtout, le mot planification est utilisé tout le temps par Emmanuel Macron, qui en fait quasiment un leitmotiv de sa politique. Donc le chiffre, j'ai l'impression qu'il commence à être fait. Oui, mais en fait, il ne faut pas qu'il y ait juste le mot. Pour le moment, c'est un élément de langage, c'est un élément de communication. Une Ce petite qu'il faut, victoire, c'est que les investissements soient mis en place, qu'ils soient non seulement mis en place, mais pilotés du point A au point B. En fait, si on déverse juste sur les industries des subventions en leur disant décarbonez-vous, quelle garantie on a qu'en fait ils vont le faire. Donc il y a la question du pilotage d'un point A à un point B par l'État, et il faut pour ça que l'État ait des moyens humains. Et en fait, on est plutôt dans un moment où l'État s'auto-saborde, il sort d'une période où il s'est auto-sabordé. Et même si on prend la crise climatique, dans les années à venir, on va avoir vraiment besoin de services publics, d'hôpitaux, d'une école, de services de pompiers, de secours hyper robustes. Parce qu'on va faire face à des chocs violents. Et du coup, si on a en même temps des politiques d'austérité qui baissent les budgets globalement sur tous les autres secteurs, sauf la décarbonation au sens strict, on ne va pas non plus être prêt. On avait sur ce plateau, et je vous invite à la réécouter, le ministre de l'économie, l'interview du ministre de l'économie dans laquelle il nous expliquait comment la planification se mettait en œuvre concrètement sur les investissements qui sont décidés. Latifa, Jean Pisani-Ferry propose un modèle qui est de taxer de 5% le capital des 5% les plus riches. C'est un truc que vous soutenez, vous, au mouvement. Vous avez lancé récemment une proposition, une idée comme ça sur la taxation des plus gros capitaux ? Oui, moins lié à l'écologie, mais la taxation des super profits, on en reparlait, mais aussi sur l'agroalimentaire, en fait, où ils enregistraient des bénéfices records. Et là, on voit que les gens ont du mal à finir leur fin de mois, y compris Bruno Le Maire, apparemment, comme il a dit cette semaine. Donc, il y a cette question-là, en fait, qui rejoint la question de justice sociale et d'équité. Et plus spécifiquement, sur l'écologie, c'est très simple. C'est que à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, les très riches polluent plus que les très pauvres. Et faut se dire aussi que si tous les pays du Sud consommaient comme nous on consomme ici, il n'y aurait plus de planète sûrement depuis longtemps. Et donc à un moment donné, c'est une question de justice très basique que de faire cette taxe-là et cet impôt-là. Et ensuite, dans le rapport Pisani-Ferry, comme on parlait de politique publique claire, c'est ce qui manque en fait. Ouais. On ne peut plus être dans les domaines sociaux, dans les domaines écologiques, etc. Macron et ses gouvernements successifs ont tendance à glorifier ce qui faisait le boulot de l'État. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait une limite. Moi, évidemment, je dirige une association, donc je suis pour qu'il y ait des associations qui agissent et que la société civile soit très, très active, etc. Mais à un moment donné, sur des domaines aussi importants que cela, on ne peut pas attendre des startups vertes, des industries vertes et des le technosolutionnisme. Ouais. Et il y a des politiques publiques très simples. Et par exemple, cette semaine, je vous invite à la signer. On a lancé une pétition pour qu'il y ait moins un pass mensuel ferroviaire pour l'été, en fait, et pour que les gens puissent voyager à bon marché et de manière écologique. Donc, il y a des mesures concrètes qui permettent de concilier des choses qu'on dit inconciliables, c'est-à-dire l'écologie et le porte-monnaie des Français, etc. En fait, il y a plein de politiques publiques qui peuvent être mises en place. C'est une question de volonté. À chaque fois, c'est un exemple. Par exemple, ça a été fait en Allemagne. Ils ont expérimenté avant de l'élargir. Donc, c'est quelque chose qui est très simple à demander pour les citoyens et qui mettrait, je pense, tout le monde d'accord, en fait. Et quand je parle de passe ferroviaire, on n'inclut même pas les TGV, parce que ça coûte cher, etc. Mais serait-ce que les trains régionaux qui ont un coût pour les Français, et pareil, où ils pourraient délaisser leur voiture au profit de ces transports-là s'ils existaient, s'ils étaient à un prix abordable, parce que quoi qu'on en dise, le train, il y a des prix délirants, quoi. Mais voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui, en fait, cette vision très pragmatique de l'écologie et du social qu'il n'y a pas l'air d'y avoir au gouvernement.
J'explique juste parce que j'ai vu que ça avait réagi dans le chat. Latifa a utilisé l'exemple de la planète pour désigner les pays nord et les pays riches et les pays pauvres. Effectivement, ce que veut dire Latifa, c'est une expression qui est souvent utilisée par les écologistes pour expliquer que les pays les plus développés, notamment le nôtre, vivent au-dessus de leurs moyens. On pompe beaucoup trop à ce que la planète est capable de fournir en termes de denrées alimentaires, d'énergie, de ressources minérales et d'émissions de gaz à effet de serre que l'on produit, et que donc notre mode de vie n'est pas soutenable. Sous-entendu, si les pays pauvres se mettaient à se comporter comme les Français, on n'aurait plus assez de planète au sens de enfin voilà, la planète n'est pas capable de suivre notre mode de vie. C'est ce qu'a voulu dire Latifa. Antoine. Deux trucs à dire, une bêtise et un truc sérieux. Sur la bêtise, Jean Pisani-Ferry, qui devient quand même le grand défenseur de l'impôt pour financer la transition écologique, ça me fait penser à Charles de Courson, qui devient le révolutionnaire au moment de la réforme des retraites. C'est que tu vois, il se passe quelque chose. T'as l'art du teasing, j'adore. Exactement, t'as vu ça. Donc ça montre quand même qu'il y a vraiment des problématiques qui dépassent les simples sphères militantes et qu'il y a vraiment un sujet sur la transition écologique et que la question de l'impôt, elle est évidemment importante là-dedans. Aussi, la proposition qu'il fait, elle est super intéressante, je trouve, parce que d'habitude, ce qui est fait, notamment au niveau européen pour les questions environnementales, c'est plutôt des marchés carbone. C'est-à-dire qu'on autorise en gros les riches et les entreprises à polluer autant, mais à condition qu'ils payent. Là, c'est une démarche qui est complètement différente qu'ils proposent. C'est-à-dire qu'on va faire payer davantage avec l'impôt pour donner de l'argent à l'État, pour que l'État puisse financer la transition écologique. Et la démarche, elle est complètement inversée. Elle remet l'État au centre du jeu. Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors, c'est marrant parce qu'il y a... Jean Pisani-Ferry a reçu un soutien, et pas n'importe lequel. C'est Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, qui a déclaré qu'il était pas opposé, pour pas dire favorable, à cette idée d'augmenter les impôts sur les personnes les plus riches. La Cour des comptes, quand même, c'est quand même les premiers à taper sur les doigts de l'État quand il gère mal son argent, et à plutôt pas être favorable à l'augmentation de la pression fiscale. Est-ce que là aussi, on sent que, je sais pas, est-ce que le gouvernement, est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de perdre tous ses derniers soutiens dans une politique d'attrait pour la France dans le cadre de la réindustrialisation des capitaux étrangers et tout ? Moi, je pense que les choses sont en train de bouger rapidement en termes de vision économique. Et même il y a quelques jours, au niveau de l'Union européenne, il y a eu un sommet qui a été organisé intitulé Beyond Growth, donc au-delà de la croissance, ou par-delà de la croissance, pour en fait discuter des autres modèles économiques qu'on pourrait mettre en place pour qu'ils soient compatibles avec l'impératif de la transition écologique et qui impliquent pas forcément la croissance économique. Donc, en fait, dans plein de cercles, y compris en sciences sociales, en sciences économiques, il y a vraiment des choses assez innovantes et assez essentielles qui sont en train de se développer. Et c'est vrai que par rapport à ça, vraiment, la Macronie, elle est très ringarde, en fait, dans sa manière d'envisager l'économie. Ils nous refont c'est de l'austérité néolibérale assez classique. Et là, s'il a teinté, du coup, d'un programme d'investissement vert, mais sans vraiment refondre le rôle de l'État. Et là où, en fait, le rapport, oui, il y a des espèces de brèches, des tabous qui tombent, etc. Mais il faut quand même souligner qu'il reste conservateur sur la question du maintien de la croissance, alors que c'est, en fait, en disant, globalement, on peut continuer à avoir de la croissance tout en décarbonant. Donc, on peut avoir de la croissance verte. Donc, on peut découpler, en gros, la croissance économique des émissions de CO2. Et ça, c'est quelque chose qui, scientifiquement, n'est pas du tout consensuel, quoi, vraiment. Mais je ne sais pas si j'utiliserais le mot sobriété pour parler de la politique, pas sobriété, pardon, mais austérité pour parler de la politique de Macron, parce que pour moi, l'austérité, c'est quand même l'augmentation des impôts et la baisse de la dépense publique. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron fait un peu l'inverse. Enfin, dans sa volonté de réduire la pression fiscale, il va jusqu'à supprimer la taxe d'habitation, à attirer les capitaux étrangers au maximum avec des dispositifs fiscaux très attrayants. Et en termes de dépenses publiques, bon, il y a eu le Covid, je l'accorde, mais même depuis le Covid, là, ça dépense du pognon à tour de bras. Donc, bon, peut-être pas au bon endroit d'ailleurs au demeurant, mais moi je dirais pas austérité. Ouais. Juste, Bruno Le Maire, il est allé à la Commission européenne dire qu'ils allaient s'appliquer là un programme de réduction des dépenses publiques. Alors ça, oui. Plus drastique sur l'efficacité de l'action publique. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y en a qui m'ont repris. Vous avez raison. Je suis très content de voir vous écouter les interviews du premier président de la Cour des comptes. Vous avez raison, Pierre Moscovici. Mais d'abord le paquet sur la réduction des dépenses publiques et sur sur l'efficacité des services publics. Et c'est ensuite qui dit taxer les riches, c'est plutôt pas une mauvaise idée. Vous avez raison. Je pense que justement sur
Sur ce sujet-là, c'est hyper important qu'il y ait une vraie avancée sur les questions environnementales rapidement et qu'il y ait des perspectives pour la population qui puissent arriver extrêmement rapidement. Parce que tu as une enquête qui est un peu passée sous le radar et qui montrait que la part de personnes qui croient plus que le réchauffement climatique est lié à l'activité humaine a assez fortement augmenté ces dernières années. Le climato-scepticisme progresse ? Exactement. Et ça progresse, et je pense que justement, c'est parce que tu as une part de la population qui se dit, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire finalement ? On n'a aucune vraie perspective, on n'a aucun débouché, aucune vraie solution qui nous a apporté. Donc, mettons un peu la tête dans le sable et faisons comme si rien n'était en train de se passer, parce que de toute façon, c'est juste complètement angoissant et on n'a pas de perspectives qui sont données par les pouvoirs publics. Donc il faut qu'il y ait des mesures qui soient fortes et qui soient mises en place rapidement, avec des perspectives qui puissent vraiment convaincre les gens que quelque chose peut être fait. Il y a Camille Etienne qui est une figure du mouvement climat, de ces grandes marches pour le climat des jeunes dans les années 2018-2019, qui sort un livre, son premier livre d'ailleurs, en ce moment, elle est en pleine tournée de promotion. Moi, je voulais vous poser la question à tous les trois. Selon vous, elle en est où, la génération climat ? On avait vu ces grands tours de mobilisation dans ces années-là. Et depuis, j'ai l'impression... Europe Écologie Les Verts a fait des scores assez méprisables en 2022. Il y a quoi d'autre ? Oui, il y a aussi des mouvements plus radicaux et plus spectaculaires comme Extinction Rébellion qui ont repris un petit peu le flambeau. Je ne sais pas de quoi Camille Etienne est-elle le visage aujourd'hui ? Elle existe encore, la génération climat, ou elle est ailleurs ? Latifa, tu la vois comment, toi ? Non, évidemment, elle existe encore, parce que de toute façon, l'écologie, etc., ça a toujours été un domaine où les activistes ont toujours fait beaucoup, voire plus que parfois les partis politiques ou des choses comme ça. Donc, il y a quelque chose d'assez historique. Et il y a une facilité, pourquoi une facilité dans le secteur écologique, en tout cas de la lutte écologiste, à faire de la place à la nouvelle génération. Et ça interroge, en fait, sur les autres luttes, les autres partis, etc. Mais c'est ce qui a noté, c'est qu'en fait, est-ce que... c'est pas la place classique d'une nouvelle génération qui prend sa place dans le champ politique et qui s'inquiète pour son avenir. Après, moi, je pense que ce qu'elle est encore là et qu'elle a intérêt, mais c'est ce que je vois de plus en plus, à être plus représentative, à prendre dans son discours et à faire prendre conscience aux gens, ce qu'on disait tout à l'heure sur les questions de justice, que c'est les plus populaires, les plus précaires, etc. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle dit. Oui, c'est ce que je dis en fait. C'est que c'est plus. J'ai l'impression que c'est plus audible maintenant en fait. Pendant longtemps, on avait une idée on savait pas trop, tout le monde était touché. Bah non, en fait, les plus précaires vont être davantage touchés, donc il faut davantage agir. Il faut qu'il y ait des corrélats des notions de justice. Il y a un rapprochement, je trouve, entre les questions écologiques, les questions sociales, etc., qui fait que ça peut être un moteur pour fédérer davantage de personnes. Et voilà, c'est ce que je trouve plutôt bien là-dedans. Et oui, c'est plutôt positif, mais j'ai l'impression que ils sont toujours là, ils font vraiment le boulot. Il y a plein d'autres mouvements tels qu'Alternativa, etc., qui sont super actifs et qui œuvrent à créer plus de ponts entre plein de populations différentes autour de ce thème de l'écologie. Non, je m'interroge vraiment sur en fait, le fait que toute une génération soit impactée par la question climatique et la mettre au top de ses priorités, ça je le remets pas en cause. Je m'interroge sur la transformation de cette génération et de cette ambition en mouvement politique. Oui, et je fais attention aux mots que j'utilise quand je dis politique, parce qu'il n'y a pas que le résultat dans les urnes, je suis d'accord avec vous. C'est ça justement. Ouais. C'est le problème de cette qu'on a appelé la génération climat, c'est que c'était des personnes qui étaient jeunes et en effet ultra mobilisées dans la rue sur les questions environnementales, mais derrière la problématique, c'est de faire passer ces personnes-là à un vote. Bon. Et ça, c'est plus compliqué parce que tu as un nouveau rapport à la politique dans ces nouvelles générations, qui est un rapport qui est beaucoup plus distant. Elles peuvent se mobiliser pour l'élection présidentielle, mais elles se démobilisent assez clairement pour toutes les élections intermédiaires. Et c'est pour ça que dans des phases un peu plus creuses, tu as du mal à le retrouver politiquement. Ouais, après, je reviendrai quand même sur ce que tu disais, le vote élevé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes, en tout cas, à peu près 2/3 des personnes qui mettaient l'environnement comme étant une de leurs premières préoccupations, elles ont fini par voter LFI, voire même pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le problème d'Europe Écologie Les Verts à l'heure actuelle, c'est qu'ils auraient un boulevard devant eux, vu que l'environnement, c'est l'enjeu qui préoccupe quand même, toujours dans les 2-3 premières places. Mais ils n'arrivent pas à faire voter les écolos parce qu'ils préfèrent LFI. Exactement. Mais d'ailleurs, au demeurant, mais ça c'est l'examen qu'on avait déjà fait plein de fois sur ce plateau de qui sont les électeurs d'LFI. En tout cas de Jean-Luc Mélenchon en 2022, ce qui est justement toute la différence, elle est là. Pour beaucoup, c'était aussi des jeunes qui n'aiment pas particulièrement Jean-Luc Mélenchon, sont en désaccord avec plein de trucs, mais qui, parce qu'il était le mieux placé pour éventuellement arriver au second tour, se sont dit, je vais préférer. Donc voilà, c'est votre stratégie qui n'est pas forcément votre adhésion à Jean-Luc Mélenchon en tout, mais qui en tout cas,
Je pense que ce que ça démontre aussi, c'est que depuis les premières manifestations climat, il y a une espèce de maturation de cette fraction-là de jeunes mobilisés qui, en fait, n'est pas toute une génération. Enfin, c'est hyper pluriel, même au sein de ce qu'on appelle la génération climat. D'une part, dans la liaison établie avec les luttes sociales, en gros. Et donc, ce vote pour Mélenchon, je pense que c'était pas juste, en fait, c'est le mieux placé, donc on va voter. Je pense qu'en fait, c'était aussi une campagne où la liaison entre justice sociale et écologie, entre changement de système, rupture avec le système actuel était très fort, et c'est peut-être c'est ça, c'est plus la rupture. Parce que jusque-là, c'est Jadot qui disait exactement la même chose, donc ça justifie pas tout seul. Mais c'est pas les mêmes rapports à la rupture, le changement de modèle économique. Et je pense qu'en fait, il y a une forme de radicalité dans cette génération qui est légitime vu les enjeux, et que ça s'est manifesté comme ça. Mais on le voit aussi dans la manière dont certains collectifs écolos, notamment Alternatiba, s'allient aux luttes dans les quartiers populaires, les luttes antiracistes. On a vu aussi le mouvement climat, enfin certains collectifs être très présents dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Donc en fait, il y a un espèce de... il y a une liaison qui se fait entre le mouvement écolo jeune et toutes les autres luttes qui est hyper intéressant. Et il y a aussi une pluralisation des stratégies. Là, il y a une énorme campagne autour de Total, du projet EACOP, qui prend il bloque des grandes écoles. Pas plus tard que, je crois que c'était hier ou avant-hier, ils sont intervenus. Il y a des étudiants d'HEC qui sont intervenus un colloque à la au Climate Days, voilà. Et en fait, ils ont fait une espèce de cérémonie un peu parodique parce qu'ils avaient pouillané le président de Shell devant eux. Et ils ont remis du coup le prix du meilleur hypocrite climatique ou quelque chose comme ça. Enfin, il faut regarder la séquence vidéo, elle est assez précieuse. Et je crois qu'il y a l'Assemblée Générale de Total demain qui va être perturbée, voilà, il y a une manif. Mais donc, en fait, il y a aussi dans les grandes écoles, donc dans tout ce qui, en fait, doit après... Enfin, tout ce que ceux qui doivent être cadres, qui doivent être ingénieurs, qui doivent faire marcher la machine, il y a aussi une résistance et une volonté de faire bouger les choses. Ça, c'est intéressant, ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a plein de boîtes qui sont motivés dans le fait de bouger, aussi par le fait qu'ils n'arrivent plus à recruter, en fait, parce que personne ne veut bosser. Enfin, il n'y a plus beaucoup de jeunes qui rêvent de bosser chez Total ou chez... si tu as Total sur ton CV, c'est chaud pour ton avenir, et ça, je pense que c'est le message qu'ils essaient de faire passer. Deuxième sujet dont on voulait parler également, c'est la question de l'immigration, qui faisait partie des priorités du gouvernement dans ces fameux 100 jours. En ce moment, il y a un pas de deux, en fait, qui est en train d'être dansé entre le gouvernement et les Républicains. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne souhaitent un projet de loi sur la politique migratoire française. Et Elisabeth Borne avait annoncé, quand elle a présenté sa feuille de route des 100 jours en direct sur la chaîne de Jean Massier, elle a expliqué que, en fait, il y avait besoin d'un accord pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale sur la question de l'immigration, et que donc le gouvernement attendait les Républicains... c'est quand vous voulez, en fait. Enfin, vous nous dites. C'était assez bizarre. C'était quasiment, on vous remet les clés de la politique migratoire du pays, vous nous dites ce que vous voulez, puis on le fait, quoi. Elle avait renvoyé d'ailleurs la loi à l'automne prochain. Finalement, on a appris plus tard que la loi allait être avancée à juillet, parce qu'il faut quand même avancer, le gouvernement veut avancer. Et là, du coup, les Républicains se sont saisis de l'occasion pour présenter leur propre programme migratoire. Et donc, les Républicains ont dégainé avec des propositions qui, pour le coup, sont assez intéressantes à étudier, parce qu'elles remettent en cause tout un tas d'engagements qui étaient ceux de la droite républicaine depuis des décennies, désobéissance aux traités européens, référendum national sur ce truc-là, quasi-préférence nationale sur plein de sujets, suppression de l'aide médicale d'État pour les demandeurs d'asile. Bref, une sorte de copier-coller du programme de Marine Le Pen. Oui, mais... Tu l'analyses comment, toi, Antoine ? Mais ça date pas d'aujourd'hui, finalement. C'était la campagne de 2022. Même quand tu regardes la campagne de 2022, on avait fait justement une note à la fin, un peu d'auto-promo, ça fait jamais de mal. J'ai pas cité mon livre encore, mais bientôt. On avait fait une note à la Fondation en 2021 pour voir en gros les chances de Marine Le Pen de gagner à la présidentielle de 2022. Et un des arguments qu'on mettait en avant, c'était le fait qu'il y avait une porosité de plus en plus importante entre le programme des Républicains et le programme du Rassemblement national, et une proximité de plus en plus importante entre les valeurs de l'électorat de la droite classique et les valeurs de l'électorat du Rassemblement national. Donc il y a la digue qui existait auparavant entre la droite classique et le Rassemblement national. Elle était aussi sur l'électorat.
Voilà, tu le voyais avant aussi que sur l'électorat, et maintenant, ça a complètement volé en éclats. Et c'est vrai que d'ailleurs, les députés de RN, ils ont un peu chouiné ces derniers temps en disant mais ils ont copié les Républicains, c'est pas bien, c'était nous qui avions eu les idées hyper énervées avant. Donc tu vois quand même qu'il se passe vraiment quelque chose, et il y a une vraie droitisation à ce niveau-là. Et d'ailleurs, la droitisation du débat public, elle est tellement forte à l'heure actuelle que quand tu regardes les chiffres dans l'ensemble de la population, il y a un vrai sujet sur l'immigration à l'heure actuelle. Ouais. Tu as une vraie tension sur ces sujets-là. Alors, c'est souvent le cas dans les périodes de crise économique, mais là, particulièrement dans la période actuelle. Latifa, est-ce que tu penses que l'avenir de la droite française, c'est le scénario à l'italienne, à la Meloni, c'est-à-dire, en gros, un ticket RN, les Républicains, qui, parce que leur électorat, finalement, est en train de devenir le même, bossent ensemble? Je pense qu'eux, ils se disent que c'est la seule manière de s'en sortir, et Ciotti en tête, même si ça date pas, même si les positions très à droite, on va dire, de Ciotti datent pas d'il y a quelques mois. Donc oui, eux, d'une manière très cynique et très stratégique, c'est ce qu'ils se disent, en fait, qu'il n'y a pas d'autre choix. Et je pense que c'est entre guillemets, le dernier acte de ça avec ce projet de loi immigration, notamment sur ce que tu as dit avec la possibilité d'imposer la primauté du droit français sur le droit européen, qui est quand même une remise en cause assez importante, pour les Républicains, pour la droite, quand même, pour les Républicains, voilà, c'est ça. Donc d'être allé jusqu'à cette extrémité-là, c'est quand même quelque chose. Et pareil pour le référendum sur la politique migratoire, quand on sait aujourd'hui à quel point le traitement médiatique des questions migratoires est mal fait, en fait, où on a quasiment tout le temps, on parle toujours de masse, donc c'est-à-dire c'est une masse d'immigration informe, déshumanisée, où il y a vraiment plus du tout, quasiment plus de récits médiatiques satisfaisants et proches de la réalité sur ces questions-là, donc c'est assez effrayant. Et je pense que oui, eux, ils se disent clairement ça, ils vont y aller à fond. Et encore une fois, d'une manière cynique et politique, c'est la droite. Et ils ont fait ça au fil du temps jusqu'à en arriver là. La question, c'est jusqu'où la Macronie sera prête à aller pour avoir un texte qui passe, en fait, et qu'est-ce qu'elle va céder aux Républicains, juste pour avoir un texte qu'ils auront réussi à voter sur quelque chose, entre guillemets, d'important pour les Français, parce que ça, je remets toujours ça en cause. Mais ouais, ça c'est assez effrayant d'une manière générale. En plus, quand on sait que pourtant dans le projet de loi de ministre de l'Intérieur, il y avait toute une question aussi sur les emplois qu'il va bien falloir pourvoir, et avec de la main-d'œuvre immigrée, et donc le fait que en France aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui travaillent, qui sont sans papier ou qui sont donc il va bien falloir faire quelque chose. Mais ouais, c'est très cynique en fait tout ce timing autour de cette question-là qu'on juge toujours importante. Mais là aujourd'hui, si on se penche dans les faits et si on va, je sais pas, par exemple sur les chantiers pour les JO par exemple qui viendront dans un an. Je pense qu'on pourra trouver une orientation un peu moins à droite pour cette histoire d'immigration. Oui, c'est possible. Ça demande de créer un récit et peut-être à la gauche d'être audible aussi sur ce sujet-là. La gauche qui aujourd'hui s'engueule sur d'autres sujets que sur la question de l'intégration et du multiculturalisme par rapport à celle des années 90-2000. Effectivement, ça a un peu changé de ce point de vue-là. Mais j'entends ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a aussi un jeu un peu cynique des Républicains qui ont parfaitement compris qu'ils avaient le pouvoir de faire monter les enchères assez violemment. On reparlera de la deuxième partie de cette émission. En ce moment, ça vaut cher le vote les Républicains pour le gouvernement. Donc c'est la course à l'échalote, à la proposition la plus radicale. Mais je comprends, c'est Thomas Legrand, le journaliste de Libération, qui propose aujourd'hui dans son billet politique l'éditorialiste de Libération, qui propose cette idée de dire qu'en fait l'abandon du cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite est en train d'arriver à un point tel que lui commence carrément à se dire en fait on va avoir un ticket Marine Le Pen, Laurent Wauquiez en 2022, avec Marine Le Pen présidente de la République et Laurent Wauquiez qui apportera la caution énarque prête à gouverner. Oui, 2027. J'ai dit quoi? 22. Oui, 2027. Donc, mais oui, c'est acquis en fait. Il n'y a aucune, il y a aucune volonté politique, aucune vision, aucun, un peu point sur la table en disant non, on va pas jouer à ce jeu-là parce que là, ça va trop loin et nous, on veut pas aller là. Moi, je trouve ça assez. Enfin, je sais pas si je trouve ça assez dingue ou si en fait, je suis malheureusement pas surprise d'un point de vue purement stratégie politique. Moi, je pense que on avait toute cette interrogation pendant toute la phase de la réforme des retraites sur, en fait, LR, ils sont un peu le cul entre deux chaises, on ne sait pas dans quelle direction ils vont aller. Et là, quelque part, ils ont clarifié les choses, c'est-à-dire qu'ils font de l'extrême droite. Enfin, je veux dire, sur la question migratoire, oui. Oui, mais en fait, c'est des sujets qui sont
absolument déterminant en termes de vision de la communauté politique. Là, il y a des mots qui sont gravissimes. Enfin, il parle d'intégrité de la nation, etc. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont du racisme, avec teinté de racisme, et qui sont extrêmement graves. Et en fait, sur la question de comment c'est perçu ce débat, et du coup, dans l'opinion, à quel point c'est acceptable de mettre en place des politiques qui sont aussi violentes. Mais la parole politique, elle a une responsabilité immense là-dedans. Je veux dire, la campagne de 2022 de Zemmour, elle a eu des incidences, mais très concrètes, je pense, dans le quotidien de plein de gens. La montée, la normalisation de cette notion de grand remplacement. Zemmour, il fait des médias, maintenant plus personne ne le reprend sur cette notion de grand remplacement. Je veux dire, il y a clairement des digues qui sont en train de céder, et même dans la réaction de la Macronie à ces 2 propositions de loi, c'est plus sur le ton, c'est pas raisonnable et c'est pas réalisable. Il n'y a même pas un sursaut en fait, sur le fond, sur les valeurs. Propositions de loi d'extrême droite qui veulent changer le socle constitutionnel, qui remettent en cause les droits humains assez fondamentaux auxquels on est engagé. Enfin, je sais pas à quel point c'est une pente très glissante, ces choses-là, et on discerne pas toujours les étapes d'à quel point on glisse vers une situation qui peut devenir très catastrophique et permettre à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Mais là, j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite, quoi, et que personne tape du poing sur la table pour établir... Et tu as raison sur cette idée de valeur, justement. C'est-à-dire que tu as l'impression que les partis politiques, maintenant, ils font de la politique en regardant les sondages, en se disant... Ok, sur les questions migratoires, effectivement, tu as une tension dans l'opinion publique sur ces sujets-là. Mais on sait, en particulier sur ces sujets-là, que la façon dont les politiques se positionnent et en parlent, ça va avoir des influences majeures sur la façon dont l'opinion se politise et perçoit ces questions-là. À aucun moment, ils se disent, oui, mais c'est quand même pas les Républicains, c'est pas nos valeurs de mettre ça en avant et d'avoir les positions sur ces sujets, en particulier quand ils remettent en cause le côté européen, et maintenant avec la primauté du droit national sur le droit européen. C'est exactement à l'inverse de toutes les positions qu'ils ont prises dans leur histoire politique. Mais cette façon de faire de la politique maintenant, ça a quand même des effets assez délétères, comme tu le disais très justement, Claire. Et sur la perception par l'opinion publique de ces enjeux, il y a aussi la question de comment sont traitées les violences contre les élus, notamment on parle de Saint-Brévin récemment. Je me permets de vous renvoyer vers un chroniqueur télé célèbre qui s'appelle Usul. C'était ce soir avec Karim Rissouli, non ? Avec Karim Rissouli, exactement, ouais, et qui en a parlé du coup sur le plateau de C'est ce soir, et qui en a fait aussi une chronique sur Mediapart qui s'appelle Ouvrez les guillemets, donc à regarder sur ce sujet, mais ça pose aussi la question de la stratégie du renvoi dos à dos de l'extrême droite contre l'extrême gauche, et je mets des guillemets à la notion d'extrême gauche, puisque en fonction de qui parle, ça je vous l'ai toujours expliqué, en fonction de qui parle, on met pas tous la même chose dedans, et voilà. Et donc c'est aussi un enjeu intéressant où tu as l'impression que là aussi il y a une radicalisation de la Macronie sur l'arc républicain se résume à nous. Parce que qu'à un moment, si tu exclus les Républicains qui maintenant sont dans les bras de Marine Le Pen et que tu fais de l'ensemble de la NUPES une ultra-gauche, ultra-violente et terroriste, eh ben, il ne reste plus que qui ? Enfin, tu vois, c'est qu'en fait, c'est ça, il y a le côté le vote raisonnable, c'est nous. Ce qui a toujours été un peu le discours de beaucoup de politiques, c'est par en soi condamnable, mais là, tu arrives à un extrême assez flippant, je trouve. Ouais. Puis il y a cette difficulté ce refus de nommer les faits qui sont arrivés à Saint-Brévin. Enfin, c'était vraiment assez presque comique si c'était pas une situation aussi grave, mais personne disait extrême droite. Enfin, il y a une montée de la crispation et il y a une extrémisation. Mais en fait, si on nomme mal les choses, on pourra pas les traiter. Et effectivement, extrême droite, c'est un courant qui a été historiquement à l'inverse et même activement contre les principes républicains, qui là très récemment fait sa mue et porte des costards cravates à l'Assemblée. Mais c'est cette histoire très sombre là, l'histoire de l'extrême gauche, c'est tout autre chose. Et en fait, cette espèce de mélange entre les extrêmes en se positionnant comme rempart, alors que ce qui se passe quand même depuis le début des mandats Macron, c'est plutôt une montée très forte, très rapide de l'extrême droite. En fait, il joue un jeu qui est dangereux. Oui, et puis en plus de ça, c'était Usul et Hauss qui le disaient, dans Ouvrez les guillemets, en disant à chaque fois que tu as des violences d'extrême droite, tu as beaucoup de politiques qui disent oui, mais attendez, il y a aussi des violences d'extrême gauche, mais dans le sens inverse, ça existe jamais. Quand tu as des violences en manifestation, mais attendez, oui, ok, il y a des black blocs, mais quand même, regardez, vous avez aussi. Il y a des marches au flambeau.
y a des marches au flambeau, ça dans les deux sens. Enfin, tu vois pas la même chose. Hein. Latifa, un dernier mot sur ce sujet de l'avenir de la droite ou pas? Ouais, c'est ça, l'avenir de la droite à l'extrême droite. Mais non, oui, là-dessus, elle était, encore plus une raison, elle était en dessous de tout ce qu'on a parlé sur la succession de violences, etc. et de ce qui s'est passé. Et ça a été dans un laps de temps court, hein, au mois de mai quand même, on a eu pas mal de choses et rien en fait. Il n'y a pas eu de... Et enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, tant qu'il n'y aura pas une vraie prise de position franche, honnête et sur la question, malheureusement, ça va continuer comme ça, en fait, et qu'il n'y a plus de cordon sanitaire, même si j'aime pas cette expression ici. Eh ben, merci beaucoup à vous trois sur ces différents sujets. Chers...